Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 journal. Nous sommes le mercredi 14 décembre. Voici les titres de l'actualité locale. La droite déjà en marche pour les échéances électorales à venir, présidentielles et législatives. Les réunions entre militants et politiques s'organisent pour l'alternance. Eux s'organisent pour l'innovation. Les acteurs économiques du territoire étaient réunis hier soir à Versailles pour écouter et découvrir des projets portés par des startups dans le domaine de l'économie circulaire. Et dans ce journal, on vous expliquera aussi le succès d'une exposition qui se tient en ce moment au Japon sur Marie-Antoinette. Une exposition qui bat des records de fréquentation. La page des primaires enfin tournée, l'heure est à l'union derrière le candidat François Fillon pour la droite. C'est le message que souhaitaient faire passer hier soir les élus et les républicains de la 11e circonscription. Autour de leur candidat désigné pour les législatives, Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt, ils étaient une cinquantaine de militants, de sympathisants prêts à se lancer dans la bataille. Reportage de Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude. Officiellement, ce n'était pas encore un meeting de lancement de campagne pour Jean-Michel Fourgousse. Pourtant, la nécessité d'arpenter la 11e circonscription pour porter la parole de leur candidat aux législatives a été largement abordée ce mardi soir devant les militants Les Républicains présents. Battu en 2012 par Benoît Hamon, le maire d'Elancourt entend récupérer son mandat de député en juin. L'issue du scrutin n'est pas encore écrite. Prérequis indispensable à une victoire, l'élection en mai de François Fillon à la présidentielle. Fillon a été le Premier ministre d'une période difficile, où la France, le monde, a traversé une crise mondiale très grave. Il a été bon, donc indiscutablement, il a de l'expérience. Bon, il a été élu largement, en plus, quelquefois la surprise, il faut bien le dire. Aujourd'hui, militants et sympathisants sont invités à porter le projet de François Fillon et à mettre fin aux polémiques naissantes, notamment autour de la santé. Il faut simplement oser mettre ça sur la table sans tabou. On est là pour améliorer les choses, pour que les Français aient un système de protection sociale qui soit performant, qui soit bien sûr qui concerne tout le monde et en même temps qui soit financé. Le lancement officiel de la campagne des législatives côté républicain devrait intervenir fin janvier. Dans la 11e, on espère bien mettre l'accent sur l'emploi. Ça, dans les quartiers, on sent que c'est une vraie attente. On a beaucoup d'énergie, des jeunes notamment qui veulent s'investir, qui veulent créer, qui veulent innover, qui sentent que l'économie est totalement verrouillée. Sur les 7 communes de la 11e circonscription, 5 sont actuellement dirigées par la droite, mais la gauche peut envisager résister avec la commune de Trappes, où siège d'ailleurs un certain Benoît Hamon. En politique, toujours, plusieurs élus de gauche ont décidé de parrainer une cinquantaine de lycéens sans papier basés dans l'Île-de-France. Ces parrainages doivent permettre d'appuyer les démarches de ces jeunes et de leurs familles pour obtenir ensuite un titre de séjour auprès de la préfecture. 6 élus yvelinois sont notamment concernés. C'est le cas de Benoît Hamon et Sandrine Grandgambe, élus socialistes du territoire. Favoriser l'innovation et les rencontres entre les différents acteurs du monde économique, c'était l'objectif de la soirée Happy Innov organisée hier soir à Versailles par le réseau Open Innov de la Chambre de commerce et de l'industrie du département. Pour cette soirée dédiée à l'économie circulaire, 5 startups présentaient leurs projets devant une centaine de personnes. Reportage. 20 candidats et seulement 5 finalistes. Les startups franciliennes présentent ce mardi 13 décembre au café-théâtre de la Royal Factory avec quelques minutes seulement pour présenter plusieurs années de travail. Parmi les concurrents du soir, Squeeze, une entreprise yvelinoise qui conçoit et commercialise une gourde réutilisable pour la famille. On souhaitait quand même, arriver à une solution beaucoup plus responsable, beaucoup plus respectueuse de l'environnement et qui aussi avait un coût beaucoup plus limité parce que mine de rien, le budget gourde à usage unique est quand même très élevé lorsqu'on a pas mal d'enfants. Pour écouter et départager les orateurs innovants, plus d'une centaine de potentiels investisseurs et décideurs économiques étaient présents dans la salle versaillaise. Il faut que les gens se rencontrent, se révèlent. Et Open Innov est un véritable révélateur d'un côté, c'est-à-dire qu'on met en avant, on met en lumière des compétences et des talents sur le territoire, dont des startups innovantes. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi connecter les gens. Et on se présente avec Open Innov comme un connecteur de compétences. Prix du jury de cette soirée dédiée à l'économie circulaire, la boîte à champignons, une entreprise basée dans les Yvelines qui permet grâce à un simple processus écologique de produire soi-même ses champignons. C'est une reconnaissance, c'est un encouragement à continuer, c'est un encouragement à avancer toujours dans le même sens et à être fidèle à ce qu'on a pensé au début, à ne pas pervertir le projet, à ne pas le travestir
pour faire baisser le niveau. On doit continuer à avoir ce niveau d'exigence et un prix comme celui-là nous encourage dans ce sens-là. Également lauréat du prix public, Phoenix propose une gestion éco-responsable des invendus des entreprises. Culture à présent avec Marie-Antoinette, un personnage ô combien marquant de l'histoire française, elle qui a été reine sous la Révolution française. Et depuis la sortie du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2006, son histoire est très appréciée à l'étranger, notamment du côté du Japon. Pour preuve, une exposition a lieu en ce moment même au Moriarty Center Gallery à Tokyo. Mélanie Poquet, bonsoir. Vous êtes avec nous pour nous parler de cet engouement japonais. Bonsoir Nicolas. En effet, Marie-Antoinette, une reine à Versailles, c'est le nom de l'exposition. Elle a débuté le 25 octobre dernier et plus de 150 œuvres issues des collections du château et de prêts publics et privés sont actuellement là-bas. L'exposition est née d'une demande de la chaîne japonaise NTV. On le voit à l'image, des salles ont été totalement recréées sur place, celle de son petit appartement qui se trouve au rez-de-chaussée du château. La bibliothèque qui n'existe plus a été reconstruite en 3D et c'est aussi le cas de la pièce des bains qui ne se découvre habituellement que lors de visites thématiques. Bertrand Rondeau est l'un des commissaires de cette exposition, on l'écoute. L'exposition a été pensée comme une biographie de la reine, donc un parcours qui évoque sa vie de sa naissance à Vienne jusqu'à sa mort le 16 octobre 1793, pendant l'époque de la Terreur. Et pour pouvoir développer cette biographie, nous avons voulu avoir à la fois des portraits, des images, des représentations de son cercle, de sa famille, et puis aussi des objets qui évoquent sa vie, qui évoquent son entourage, qui évoquent son goût. Et Mélanie, on le disait, l'exposition bat des records de fréquentation. Complètement. Chaque jour, l'exposition accueille plus de 2700 visiteurs au début du mois de décembre, soit un peu plus d'un mois après son ouverture. Plus de 100 000 visiteurs s'étaient déjà plongés dans l'histoire de Marie-Antoinette et l'exposition est prévue jusqu'au 2 février 2017, ce qui laisse prévoir des chiffres intéressants. Alors expliquez-nous comment on peut justement expliquer cet engouement autour de Marie-Antoinette au Japon. C'est tout simplement la faute, si on peut utiliser ce mot, d'un manga, La Rose de Versailles. Ryoko Ikeda, une mangaka japonaise, le publie en 1973. Elle s'intéresse au mariage de la jeune Marie-Antoinette en 1770 avec le futur Louis XVI. Dans l'ouvrage, elle se concentre sur l'amour que la jeune reine aurait eu avec un gentilhomme suédois, Axel de Fersen. Ce qui plaît au Japon, c'est essentiellement son histoire tragique, son destin tragique et cette vie qui est un véritable roman et qu'aucun romancier n'aurait pu écrire de lui-même. Et ça, je pense que ça fascine bien sûr au-delà du Japon, mais particulièrement au Japon par cet aspect tragique. Et ce qui est caractéristique aussi du roman, c'est l'analyse de la vie de Marie-Antoinette au sein de la famille royale, au sein de son couple, avec éventuellement Fersen, le personnage de Fersen. Et ça, on sent que les Japonais sont très attirés par cette partie romance. Et Mélanie, vous l'avez emmené avec vous. Un deuxième manga est sorti sur Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine. On le voit à l'antenne. Voilà, tout à fait. Celui-ci a été créé par contre par Fuyumi Sorio en collaboration cette fois avec les professionnels du château. Contrairement au premier qui laissait apparaître une Marie-Antoinette romantique, celui-ci donne des informations plus réelles, plus historiques. Et il faut le dire, avec l'exposition, les membres du château veulent replacer Marie-Antoinette dans l'histoire française. Et c'est aussi un moyen de séduire le public japonais, parce qu'avec les événements de 2015, le château a vu sa fréquentation de visiteurs étrangers baisser de près de 14% sur le premier semestre 2016. Merci Mélanie pour toutes ces précisions. En sport, des collégiens ont découvert ce matin la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'événement était organisé dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires. Durant la visite, les élèves ont pu également poser des questions à l'équipe de France de piste. Reportage de Mickaël Elmidoro et Mélanie Poquet. C'est assez compliqué au début pour freiner parce qu'il faut freiner avec les pieds au lieu qu'avec les mains. Hermès, 13 ans, adepte du VTT, a pu tester pour la première fois la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il était accompagné de sa classe de 4e du collège de la Coudre de Montigny-le-Bretonneux. Cette session a été organisée ce mercredi 14 décembre dans le cadre des EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. L'idée, c'est de pouvoir justement répandre cette action donc, à l'ensemble des institutions scolaires de la région Île-de-France. Et donc là, on poursuit justement la série d'opérations avec les collèges. Donc ce n'est pas la première aujourd'hui et ce ne sera pas la dernière non plus.
Après un baptême d'1 heure, les 30 élèves avaient le sourire. C'était très bien, même si j'ai vu quelques chutes qui m'ont un peu perturbée, mais sinon ça va, c'était cool. La matinée s'est ensuite poursuivie par un entraînement de l'équipe de France. À la fin de la session, les collégiens ont pu poser des questions aux pistards. Moi je trouve ça vraiment sympa de pouvoir partager notre passion avec ces collégiens. La piste c'est pas très connu, du coup ça me fait plaisir de leur faire connaître un peu cette partie-là du vélo qui n'est pas connue du tout. Je me dis qu'ils sont hyper forts et ils sont des professionnels. Enfin, ils roulent hyper vite et tout. Enfin, par rapport à ce que j'ai fait moi, je me dis que c'est vraiment incroyable ce qu'ils font et tout. Au total, près de 300 jeunes ont participé à ces EPI au Vélodrome depuis 2 ans. De nouvelles sessions avec les collégiens devraient être organisées au premier trimestre 2017. J-10 avant Noël, il est donc grand temps de décorer sa maison pour accueillir dignement le Père Noël. À Guyancourt, l'espace Yves Montand propose des ateliers pour apprendre par exemple à faire un mémo. Nous avons assisté à l'une de ces séances. Les détails avec Camille Lambert. Alors, voilà ce que l'on va faire. Un mémo avec de la décoration de Noël. Donc, pour faire votre mémo, prenez d'abord une planche de bois et recouvrez-la de peinture. Disposez ensuite vos décorations selon vos envies. Un atelier de Noël pour petits et grands sous la direction de Florence Coquard. ces ateliers sont destinés pour les parents et les enfants. D'accord ? Donc on accepte les enfants accompagnés d'un parent. Donc accessible à tous. Alors on ne prend pas des tout petits, à part pour tout ce qui est mémo au niveau de la décoration, ce qui leur permet aussi de pouvoir coller, peindre, voilà, et vraiment personnaliser selon leur goût. Une recette qui a déjà fait des adeptes, c'est la deuxième fois que Sabine participe aux ateliers de l'espace Yves Montand. Il y a une quinzaine de jours, on a fait le calendrier de l'Avent et ma fille a adoré. Et aujourd'hui, j'ai décidé de participer à cet atelier pour lui faire le mémo. On est vraiment là-dedans, on ne pense pas à autre chose. Et ça déstresse en même temps. C'est reposant, calme, puis on apprend des nouvelles techniques. Voilà, ça fait travailler un petit peu aussi l'imaginaire. Un atelier programmé samedi 17 décembre, comptez 1,50 € l'inscription. Florence vous apprendra même à créer la botte du Père Noël, seule limite la créativité. Fin de ce 7-8 journal. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Tous les replays de nos reportages sont à retrouver sur notre site internet. En attendant, les programmes se poursuivent sur notre enseigne. Bonne soirée à tous.